Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence et de votre intérêt à cette 7e édition des matinales de HR Consultancy Partners, le cabinet de conseil RH du groupe Randstad. Alors certains d'entre vous qui ne sont pas forcément présents ce matin ont peut-être effectivement trouvé notre thème un petit peu banal. Se poser encore une fois et aujourd'hui l'impact des nouvelles technologies sur les organisations, c'est un sujet qu'on pourrait aujourd'hui presque considérer comme un marronnier. Mais en fait, ce sur quoi nous allons insister ce matin, c'est naturellement les organisations et la manière dont elles accompagnent l'impact du digital, du numérique, de la robotique et bientôt de l'intelligence artificielle dans leur quotidien, mais surtout la manière dont elles accompagnent les ressources humaines qui sont en quelque sorte les fantassins de cette guerre que nous allons devoir gagner demain et dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, pour ce faire, nous avons invité autour de ce plateau des experts de ces questions qui sont au quotidien confrontés à ces thématiques, experts que je remercie de leur présence et que je vais avoir le plaisir de vous présenter maintenant. Estelle Sauva, bonjour. Bonjour. Estelle Sauva, vous avez été nommée haut commissaire à la transformation des compétences rattachées au ministère du Travail en novembre 2017. Diplômée en droit public et droit privé de l'Université Paris-Descartes, de l'Executive Master Management des politiques publiques de Sciences Po, vous êtes une spécialiste des ressources humaines et de la sécurisation des parcours professionnels. Entre 2002 et 2008, vous avez occupé des fonctions managériales au sein du groupe Vedurbis, devenu Randstad en 2008, que nous connaissons peu ou prou. De 2011 à 2017, vous avez été directrice générale associée au sein du cabinet Sodi et membre du comité exécutif du groupe Alpha, donc Sodi étant intégré au groupe Alpha. En 2013, vous avez cofondé la start-up Yes We Code, très joli nom d'ailleurs, en partenariat avec le groupe Alpha, start-up donc qui développait des services en engineering informatique intervenant sur le développement d'applications digitales. C'est en novembre 2017 que vous êtes nommé haut commissaire à la transformation des compétences, commissariat qui n'existait pas dans les précédents gouvernements, et dont vous avez en charge la création et le développement. Nous y reviendrons naturellement au cours de cette matinale. Vous êtes enfin co-auteur en 2017 avec Bertrand Martineau, que nous avons eu le plaisir d'accueillir sur ce plateau il y a quelque temps, d'un rapport intitulé « Un capital emploi-formation pour tous », rapport qui a été élaboré pour l'Institut Montaigne. Merci encore une fois de votre présence. Merci. Marion Breleux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice d'Abilways Digital, start-up interne au sein du groupe Abilways. Experte dans la révolution numérique, l'innovation et le mode des start-up, vous accompagnez les entreprises et leurs équipes à intégrer les mutations technologiques en cours. Vous êtes titulaire d'un master d'administration des organisations. En 2010, vous intégrez le groupe Abilways en prenant la tête du département Management et Développement Personnel. Et c'est en 2014 que vous participez à la création de ce qui sera la future start-up du groupe Abilways, Abilways Digital, dont vous prenez la direction en 2015. Depuis, vous conseillez et accompagnez les entreprises sur l'impact de la transformation numérique. Dans le cadre de projets d'acclimatation au digital, vous avez créé et déployé avec vos équipes des expériences innovantes pour aider des milliers de collaborateurs à mieux comprendre les nouveaux codes et usages numériques. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'aborder l'aspect learning au cours de cette matinale. Vous vous présentez souvent comme une learning hackeuse ou un learning hacker, mais j'aime bien féminiser ce terme, qui aide les professionnels de la formation à repenser leur métier à l'aune des mutations en cours. Enfin, début 2018, une nouvelle page se tourne, vous êtes nommée directrice générale de l'Institut supérieur du marketing, experte en marketing et sales du groupe Abilways. Donc là, actuellement, vous cumulez donc 2 emplois, si je comprends bien. Exactement. Voilà. L'accumulation, on l'a tous connu un jour ou l'autre de notre carrière. Merci de votre présence, Marion. Yves Grandmontagne, bonjour, ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur associé de Next Modernity depuis début 2016. Next Modernity est une société de conseil qui accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises dans les évolutions des modes de travail dans le monde digital. Par ailleurs, au sein de DigiLab RH, cabinet que vous avez fondé en 2015, vous accompagnez les directions des ressources humaines dans la conception et la mise en place de projets d'innovation RH en collaboration avec des startups et des sociétés spécialisées dans l'analyse des données.
Et c'est précisément cette partie qui va nous intéresser, comment accompagner les DRH dans ce nouveau contexte. Vétérinaire de formation, ce n'est pas banal. Vous êtes titulaire du Master RH de l'ESSEC et certifié coach d'organisation à HEC. Après avoir exercé diverses fonctions de direction d'unité opérationnelle dans l'industrie pharmaceutique, vous avez rejoint le monde des ressources humaines. Entre 2002 et 2010, vous êtes vice-président RH de Pfizer France, puis DRH de Baxter. Et de 2010 à 2015, vous vous voyez confier le poste de DRH de Microsoft France au cœur du réacteur des transformations digitales. On aura l'occasion effectivement également d'y revenir. Merci de votre présence, Yves. Caroline Fayet, bonjour. Ravie de vous accueillir également. Vous êtes cofondatrice de Bolero, cabinet d'études et de veille concernant l'influence du web sur les comportements des personnes et des organisations. Vous conseillez et accompagnez les grandes entreprises comme la SNCF, Saint-Gobain et Silor dans leur stratégie d'influence numérique. Là, la SNCF va peut-être avoir effectivement besoin de vos services. Digital entrepreneuse, vous êtes experte des stratégies numériques et de l'élaboration de systèmes d'influence sur le web. Diplômée d'HEC Paris, vous avez fondé en 2004 Bolero Web Intelligence avec François Pinochet. En parallèle, vous collaborez avec le monde professionnel et académique, notamment à HEC, pour former les cadres dirigeants aux techniques d'influence digitale et partagez régulièrement votre expertise de netnologue, j'ai beaucoup apprécié effectivement ce terme, dans de nombreux événements et sur les médias. Vous avez publié en 2016 L'art de la guerre digitale chez Duno, ouvrage dans lequel vous portez un regard d'expert sur la sociologie du web et dévoilez les luttes de pouvoir post-révolution numérique. Et c'est sur ce sujet que je souhaiterais avec vous lancer le débat. Digital, numérique, intelligence artificielle, maintenant c'est du quotidien et ça fait partie effectivement du quotidien de nos collaborateurs. La première question qu'on pourrait se poser, c'est comment les entreprises aujourd'hui réussissent à rester dans la course pour éviter de la perdre, cette guerre. Et deuxième question, deuxième volet, comment font-elles pour accompagner les collaborateurs qui sont confrontés et impactés forcément par ces révolutions numériques? Donc on va revenir effectivement un petit peu en arrière pour comprendre comment elles se sont retrouvées à cette situation aujourd'hui, les entreprises. Si je parle de guerre digitale, c'est un mot fort, mais c'est parce que les entreprises résistent. Elles résistent à une prise de pouvoir du citoyen consommateur. Donc un terme qu'on va souvent appeler empowerment, non pas parce que j'aime le jargon anglais, mais parce que empowerment, finalement, ça signifie à la fois une forme de jouissance et cette prise de pouvoir. Ça s'est fait en plusieurs révolutions d'usage. La première, c'est l'arrivée des moteurs de recherche dans les années 2000, qui fait de tout un chacun un citoyen informé, mieux informé. Ça a un impact sur les collaborateurs qui vont du coup finalement en apprendre plus par Google que par leur propre circuit d'information interne, et ça, les gens ont du mal à le supporter. Ça amène aussi une sorte de dictature de la transparence et qui impose d'apporter plus de sens aux collaborateurs. Parce que quand on découvre que les stock options sont patrons sur Google ou que son entreprise comme SNCF se fait bâcher sur les réseaux sociaux, eh bien, soit on se dit tous pourris, soit on quitte son entreprise pour chercher une entreprise qui nous donne plus de sens. C'est une raison des résistances de ces entreprises? Eh bien, le lâcher-prise, la difficulté de lâcher le contrôle. Je me rappelle ma première cartographie des jeux d'opinion sur les entreprises en 2003 pour SNCF. On leur révélait les blogs d'usagers et les forums de cheminots. La première réaction de SNCF, ça a été de faire interdire les forums de cheminots pour pas qu'il y ait de fuite d'informations et d'attaquer en justice les blogs d'usagers. Aujourd'hui, il y a un programme chez SNCF qui s'appelle Libérons la parole. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des chartes de prise de parole sur les réseaux sociaux. Donc au début, on a voulu interdire, après on a voulu contrôler, aujourd'hui on libère. Donc il y a eu du chemin de fait, évidemment, et SNCF, contrairement aux apparences sur le digital, elle a appris très très vite parce que confrontée à ces jeux d'opinion très fortement, c'est l'entreprise effectivement la plus attaquée sur les réseaux sociaux. Donc il y a du boulot. Ouais. Donc si je reprends mes révolutions d'usage, Web 1.0, les moteurs de recherche, Web 2.0,
Vous le savez, les réseaux sociaux, effectivement, là, le collaboratif s'organise naturellement sur Internet. Donc, on s'attend à ce que dans les murs de son entreprise aussi, on puisse partager entre services. Et quand on voit que son DG est sur Twitter, mais qu'on ne peut pas lui parler dans l'ascenseur, bah, il y a une sorte de dissymétrie qui ne fonctionne plus. Et puis, troisième révolution, qu'on appelle le web des données, le web 3.0, des données qui amènent des révolutions de services. Hein, vous savez, c'est toute la vague d'ubérisation, les Airbnb, les Uber qui vont disrupter les business models traditionnels. Là, comment le collaborateur réagit? Bah, lui, les data, pour lui, son quotidien, c'est du reporting. Alors que pendant ce temps, l'entreprise, elle fait des hackathons, elle fait des challenges d'écoles de commerce, elle fait des concours de start-up. Donc, on va chercher à l'extérieur, hein, la vague de l'open innovation. Très bien, c'est bien d'apporter de la nouveauté, de la jeunesse. Mais en fait, qu'est-ce que ça renvoie comme image aux collaborateurs? Eh bien, qu'eux, ils ne servent plus à rien, quoi. Que tout se passe à l'extérieur avec des jeunes qui, eux, ont tout compris au numérique. C'est très dur, ce message-là. Oui. Et c'est vrai que, du coup, les entreprises ont perdu un peu leur repère, se disent il faut qu'on fasse tout ça. Et finalement, c'est souvent des coûts de communication. Et la réalité, c'est que en fait, les collaborateurs, ils sont capables d'innover. Vous les mettez, nous, on fait beaucoup d'ateliers de disruption avec des codir. Je suis toujours étonnée de voir des directeurs industriels et des DRH qui ont des super idées, très innovantes. Il faut juste leur apporter les méthodes de design thinking. Et ce que vous dites, c'est qu'en fait, on crée une rupture dans la rupture, entre l'interne et l'externe, en plus. Complètement. Et on envoie des messages extrêmement déprimants à toute l'entreprise sur le fait que tout se passe à l'extérieur chez les jeunes. On fait du reverse mentoring. Très bien. Mais effectivement, est-ce qu'on a besoin de former aux outils un dirigeant? Non. On lui demande d'avoir une vision sur sa stratégie numérique. On ne lui demande pas de savoir maîtriser Twitter, à la limite. Qu'est-ce que ça apporte? Ça peut avoir une vertu de le connecter à son marché. Mais moi, je préfère un dirigeant qui a une vraie vision qu'un dirigeant qui est sur Twitter. Alors vous, vos interventions ont pour objectif, pour finalité, d'essayer de rééquilibrer cette relation. De créer des ponts plutôt que de construire des murs avec le web. Hein. Sébastien Bazin, le PDG d'Accor, disait il faut arrêter de résister aux révolutions. Et effectivement, quitte à perdre des plumes, c'est-à-dire on va se confronter à ce monde-là. On va lâcher prise, on va accepter, on va libérer la parole, on va donner confiance à nos collaborateurs, on va leur montrer qu'on leur fait confiance. On va avoir deux sujets dans la transformation digitale de l'entreprise. On va avoir le court terme et le long terme. Le long terme, c'est une question de vision. C'est quoi notre business model impacté par justement ces révolutions dans la distribution de la valeur dans les filières économiques? Ça nécessite que le dirigeant sache où il veut aller et ça nécessite effectivement une agilité, ça nécessite d'aller chercher des gens qui sont pointus, de monter des startups, etc. Mais on a aussi le court terme. Court terme, c'est comment je réussis aujourd'hui. Et ça, réussir aujourd'hui, c'est comment le digital m'apporte plus de performance, plus de productivité. Et ça, c'est un enjeu de substituer nos pratiques actuelles dans tous les services, marketing, la finance, les RH, comment je digitalise mes activités pour être plus performant. Et ça, c'est un enjeu qui concerne tous les collaborateurs. Parce que tous les métiers doivent apprendre à substituer leurs pratiques anciennes par des nouvelles qui vont être plus efficaces. Et l'impact sur le corps social, donc, c'est accompagner en fait donc ces collaborateurs à ces nouveaux paradigmes. Voilà, il faut que l'entreprise elle gère ce grand écart entre le long terme où elle va pivoter son business model et elle va peut-être effectivement inventer des services qui vont remettre en question tout ce que font nos collaborateurs aujourd'hui. Je me rappelle, j'ai fait un plateau justement avec la CDO de BNP Paribas Cardiff qui me disait j'ai présenté une super start-up à mes actuaires. Start-up, c'est pas mal comme idée. Une start-up à mes actuaires. Et en fait, je pensais qu'ils allaient être hyper enthousiastes de travailler avec eux. Et j'ai eu une attitude de repli, de retrait. Évidemment, les gars avaient 20 ans qui sont experts d'un métier. On est en train de leur montrer que la start-up en face, en 2 ans, ils ont révolutionné et ça remet en question complètement toute leur expertise. Donc la réaction, c'est une réaction de rejet. C'est pour ça qu'il faut bien gérer
séparément dans l'organisation pour moi, cet enjeu long terme qui remet en question toutes les pratiques quotidiennes des professionnels de l'entreprise, et en même temps la formation à ces nouveaux métiers. Et il faut que l'entreprise fasse les deux, quitte à ce qu'un jour, effectivement, il y ait une convergence. Mais ça ne va pas se faire en un jour. Oui, donc ça veut dire qu'en fait, dans certaines organisations, on constate qu'on est déjà en retard, qu'on a déjà effectivement raté certaines étapes. Qu'on mélange tout, en fait, les enjeux opérationnels et ces enjeux stratégiques de vision, mais qu'on demande, on va faire... Total a rencontré 500 startups et il n'en est sorti aucune collaboration. Pourquoi? Oui. Parce qu'il n'y a pas de vision, parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Et puis parce qu'on mélange tout. On mélange effectivement l'efficacité opérationnelle et puis la transformation profonde de son business model, qui doivent être gérés quasiment comme un autre projet, comme une autre entreprise. Mais c'est difficile de bien dissocier les choses. Je trouve que les dirigeants appréhendent assez mal, finalement, ces deux vitesses de la transformation digitale. Et alors, la prochaine étape, à quoi faut-il s'attendre? Web 4.0, moi, je ne suis pas futurologue, je suis plutôt ethnologue, mais je veux bien m'essayer à l'exercice. Ce qu'on voit est en train d'arriver, c'est le phygital, la fusion du digital et du physique. C'est quand le digital crève l'écran. Et je ne sais pas si vous avez une enceinte vocale à la maison, une enceinte Google ou Alexa, c'est effectivement l'interface vocale, cette intelligence artificielle à la maison qui devient maître de toutes les intelligences artificielles de tous nos objets. Ce n'est pas les objets connectés, c'est des objets qui nous rendent service. Oui, c'est ça. Vous savez, c'est ce miroir fait par Panasonic, là, vous voyez avec un nouveau maquillage, et vous avez directement le tutoriel qui vous permet de faire ce maquillage. Donc on interagit avec des objets qui ont une couche digitale sur le physique. Et du coup, en termes d'impact, là, évidemment, dans l'entreprise, ça commence à arriver avec la réalité augmentée. Certains professionnels, par exemple des mécaniciens, ont des lunettes qui superposent sur ce qu'ils sont en train de faire, permettent de diagnostiquer la panne et de garder les mains vides pour réparer. Ça va impacter tous les opérateurs, tous les opérateurs de maintenance, effectivement, les chercheurs qui manipulent et qui ont besoin d'avoir leur data accessible et sur commande vocale. Donc encore un enjeu de formation. Hein. On a un énorme fantasme de substitution des humains par l'IA, mais le vrai enjeu, là, c'est comment je forme et j'accompagne mes collaborateurs à travailler avec la réalité augmentée, l'intelligence artificielle. Et ça, c'est demain. Hein. Voire même c'est maintenant. C'est maintenant. Wow. Mais voilà, c'est maintenant, mais au risque de ne pas gérer les révolutions d'usage précédentes. Et mon propos, si on doit retenir un truc, c'est ne vous jetez pas sur l'IA si vous n'avez même pas la culture de la transparence Web 1.0. Oui, c'est ça. Voyez ça se cumule, les enjeux. Ça ne se substitue pas et on ne se dit pas, allez, on se met tous sur l'intelligence artificielle, alors qu'on est encore à contrôler et à demander du reporting et à ne pas faire confiance à ses collaborateurs. Oui, les étapes ne se grillent pas, en fait. Il faut en respecter la chronologie. Exactement. C'est ce que je retiens. Merci beaucoup, Caroline. Yves, vous avez été DRH, vous avez connu effectivement les bonheurs de ce beau métier. Vous êtes maintenant passé de l'autre côté de la barrière, vous accompagnez les DRH, vous accompagnez les organisations dans leur évolution et révolution digitale. On a parlé des organisations et de l'impact effectivement de ces nouvelles technologies sur les organisations. Sur les hommes, pour gagner une guerre, il faut des fantassins. Bien que peut-être demain on gagnera des guerres uniquement avec des drones, mais ça c'est une autre histoire. L'impact, les priorités sur les hommes, sur les équipes, pour vous, c'est quoi quand vous intervenez dans une organisation? Vos conseils au DRH, c'est quoi? Alors, je vais essayer d'être simple et humble. Donc, il me semble que déjà l'introduction, toute cette présentation faite par Caroline fait une excellente transition sur mon sujet, puisque moi, outre l'expérience RH que j'ai dans le passé, depuis environ maintenant 2 ans et demi, je suis confronté soit à l'accompagnement de ce qu'on appelle les mutations du travail, et peut-être rappeler de quoi on parle, soit même à la remise en question, cette fois-ci, non plus de l'organisation, mais de la fonction RH. Et tout ça, finalement, se rejoint.
Alors de quoi on parle? En fait, le sujet aujourd'hui, c'est que évidemment la révolution, ce qu'on appelle la fameuse transformation, révolution digitale, elle ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. L'entreprise, tous ses départements, toutes ses divisions, toutes ses fonctions sont profondément impactées. Donc, évidence peut-être à rappeler, on est dans un système qui est en plein mouvement et dont nous-mêmes sommes totalement imprégnés sans forcément nous en rendre compte, nous les individus. Alors ce qu'on observe quand on observe une organisation, et moi ce qui me saute aux yeux aujourd'hui, c'est qu'on est peut-être encore trop en train de regarder une organisation comme une somme d'individus, alors qu'une organisation est devenue par essence un lieu, comme la société, d'échange, de collaboration, de lien. Et on regarde, je pense, moi mon point de vue, c'est que lorsqu'on est amené finalement à intervenir dans une organisation, les sujets sur lesquels on travaille, c'est essentiellement aujourd'hui le comment travailler ensemble. Comment travailler ensemble alors sous une double contrainte. La révolution, cette fameuse transformation digitale, qu'est-ce qu'elle a comme impact sur les organisations et sur les hommes? Alors je vais schématiser, mais je dirais qu'en premier lieu, il y a des changements de business model, ça a été dit et redit, de risques de concurrence, de fameuses disruptions, qui mettent des organisations anciennes ou nouvelles en instabilité. Et donc face à cette instabilité, il faut mettre l'organisation, le collectif, en situation d'adaptation, ce qu'on appelle la fameuse agilité. Mais ça ne se décrète pas, l'agilité. On voit déjà qu'on est dans un sujet profondément impalpable, dans lequel le lien entre les personnes, la capacité à réagir, c'est quelque chose d'extrêmement délicat à aborder. Et puis le deuxième point, le deuxième impact, à mes yeux, de la révolution numérique, c'est le fait que tout un chacun, et pas seulement les jeunes générations, je casse un peu le mythe, il y a des spécificités propres aux générations Y et Z, mais je pense que toutes les générations sont concernées, sont impactées par des attentes totalement différentes liées à la culture digitale dans laquelle nous sommes tous. C'est-à-dire que quand on arrive dans une organisation, dans une entreprise, on a consciemment ou inconsciemment des attentes de mode d'interaction que l'on connaît par les réseaux sociaux ou par des applications très, très populaires comme WhatsApp, etc., que l'on attend d'être retransposées dans l'organisation. Avec ce paradoxe qu'aujourd'hui, du coup, les entreprises sont souvent à la traîne de nos usages personnels, ce qui était complètement l'inverse il y a 20 ans. Parce que ça impacte le collaboratif, en fait. Parce que ça impacte le collaboratif. Donc on a ce paradoxe qui est que l'enjeu, du coup, pour répondre à votre question, l'enjeu à mes yeux aujourd'hui, c'est comment prendre en main, finalement, non plus une somme d'individus, mais un collectif. Comment faire en sorte que ces personnes qui sont appelées à être plus réactives, à être plus innovantes, à prendre des risques. Prendre des risques veut dire évidemment que la direction doit aussi se remettre en situation, en question d'accepter l'échec, etc. Enfin, ce sont des considérations assez générales, mais totalement transposables à n'importe quel secteur et n'importe quelle organisation, qu'elle soit publique, privée, grande ou petite. On est confronté à ça. Et ce que l'on voit, nous, notamment au sein par les missions qu'on mène aujourd'hui chez Next Modernity, c'est qu'on fait globalement, sur ce sujet des mutations du travail, de l'accompagnement au changement. Okay. Dans cet accompagnement au changement, qu'est-ce qu'on observe quand finalement on a tout mis en œuvre? On observe que le sujet qui semble finalement le plus critique et sur lequel on est souvent le plus démuni, c'est cette capacité à changer la culture des personnes, des individus. C'est-à-dire qu'on part du collectif, on part d'une nécessité de faire fonctionner un collectif, et on se trouve assez vite confronté à l'incapacité ou à des personnes qui sont finalement déboussolées ou des personnes qui sont en situation de blocage, au même titre exactement que la société peut être intimidée par des nouveaux outils ou des nouvelles pratiques. Et donc, il faut prendre en main ce sujet-là. Donc, après, on y viendra sans doute dans le reste des échanges, mais on a, nous, des approches, on a un parti pris qui est de jouer sur la durée, de jouer sur des mises en activité par des dispositifs qui ne se résument pas à des formations classiques et qui ne se résument pas non plus à des formations tout court. C'est-à-dire que ce sont des dispositifs d'accompagnement qu'il faut mettre en œuvre sur ce sujet-là. Un autre point qui me paraît également corollaire, très important à considérer, tant par les DRH que par l'ensemble de l'organisation, c'est les outils là-dedans, finalement. Quelle place prennent les outils, quand je parle des outils, c'est les outils collaboratifs,
je ne vais pas citer de marque, mais on peut les avoir en tête, ces outils qui nous permettent de travailler à distance, ces outils qui nous permettent de travailler en réseau, ces outils qui permettent d'avoir des modes projet, etc., beaucoup plus potentiellement puissants et efficaces que ce qu'on faisait dans le passé, mais qui, bien souvent, débarquent dans les organisations sans aucun accompagnement, sans aucune sensibilisation, et qui, du coup, malgré des fonctionnalités incroyables, hein, ce sont des Ferrari, ça foisonne, ça se renouvelle, ça s'enrichit, mettent les organisations, paradoxalement, dans des situations d'échec, puisque l'outil, du coup, n'apporte rien. C'est de la même façon que l'intelligence artificielle a un potentiel absolument considérable. Ce n'est pas en mettant de l'intelligence artificielle, la nouvelle start-up à la mode ou l'outil puissant de collaboration que vous allez changer les gens. Donc là aussi, autour des technologies, il y a un travail d'accompagnement, il y a un travail de contextualisation. C'est-à-dire que si vous mettez un réseau social en place dans une organisation, il faut réfléchir à ce que les gens vont en faire, étant donné la culture de l'organisation, étant donné les métiers de l'organisation, étant donné les objectifs stratégiques que l'on poursuit. Donc tout ceci revient à dire que tout est de mon point de vue, je conclurai là-dessus, mais tout de mon point de vue est dans le lien, tout est dans le changement des personnes et l'accompagnement au changement de ces personnes, à l'acceptation de cette mutation absolument irréversible qui peut être considérée soit sous l'angle des outils, soit sous l'angle du travail collectif. Oui, mais la grande bascule de ces mutations, vous le disiez tout à l'heure, Caroline, c'est que c'est autour de l'année 2000, donc ça fait 18 ans. Le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que ça bouge lentement quand même. Alors ça bouge lentement parce qu'on a pu si je rebondis simplement sur l'exemple des outils, je pense que dans les années, finalement, si je reprends l'exemple du mail, le mail, il est arrivé dans les organisations, dans les entreprises, il y a à peine plus de 20 ans. 94, 95 à peu près. Hein. Et avant, on travaillait sans mail, grosso modo. Hein. On avait dans le meilleur des cas, un fax. Lorsqu'on met un mail dans une entreprise, l'enjeu, à l'époque, c'était finalement de montrer aux personnes comment ça fonctionnait. Donc l'acquisition de l'outil était relativement simple. Maintenant, le foisonnement des outils est tel qu'effectivement, on patine un petit peu, puisque sur la question du digital, dans lequel finalement le miroir, ou le mirage, pardon, peut être l'outil, il n'y a pas le travail d'accompagnement suffisant autour de l'acquisition des usages appropriés. Voilà, si je prends uniquement l'exemple de l'outil, mais c'est transposable à d'autres sujets. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup Yves. Nous allons passer une petite vidéo pour oxygéner nos débats et avant de donner la parole à Marion. Retour en France, nous vous avons souvent parlé ces dernières semaines de la formation professionnelle. 32 milliards d'euros dépensés chaque année pour des résultats jugés médiocres. 15% seulement des chômeurs bénéficient d'une formation. Une réforme se prépare. Voici à quoi elle pourrait ressembler. Illustration dans le secteur du numérique, Samira El Gadir, Karine Bourdet et William Wilm. 4/www. Et voilà. Ils ont entre 18 et 53 ans. Dans 8 mois, ils sauront créer un site internet ou une application mobile. Chaque année, cette école de Vesoul, en Haute-Saône, forme des dizaines de personnes à la programmation informatique. La plupart sont au chômage, issus de quartiers défavorisés ou encore des décrocheurs scolaires comme Charlie. J'aurais vraiment voulu me concentrer finalement sur la programmation, ce genre de choses, avoir peut-être moins de théorie, plus de pratique, ce qu'on fait là en fait. À 41 ans, Sandrine apprend des codes dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Après avoir toujours travaillé dans le commerce, elle se lance dans le numérique. Il faut être ouvert sur des choses différentes de ce qu'on connaissait, c'est pas évident, tel que l'anglais, je le pratiquais pas avec les clients, donc c'est une remise en question, c'est un nouveau challenge. Dans quelques mois, Sandrine et les autres trouveront un emploi, car le numérique est un secteur porteur. 50 000 postes à pourvoir en France, 200 000 d'ici 3 ans. Cette formation est certifiée par le label Grande École du Numérique et grâce à ce label, 10 000 personnes seront formées au code informatique d'ici la fin de l'année. C'est exactement ce que recherche le gouvernement avec sa future réforme sur la formation. Un système efficace, ouvert à tous, avec un taux de retour à l'emploi de 64%. L'enjeu pour nous maintenant, c'est vraiment le passage à l'échelle, c'est-à-dire la massification. Sommes-nous capables, après avoir formé 10 000 apprenants en quasiment 18 mois, 2 ans, à former 10 000 autres apprenants, peut-être plus? Le but, anticiper l'économie de demain. Cette entreprise, pionnière en informatique, accompagne aujourd'hui la transformation digitale des grands groupes.
Son rôle, recruter des profils qui répondent aux nouveaux besoins des employeurs. Le traitement des données, beaucoup de données qui sont diverses et variées, qu'il faudra traiter, que ce soit dans le domaine de la relation client, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des RH également. Les compétences liées au numérique sont tellement recherchées que les candidats ont le choix. Julien est développeur, il crée des applications mobiles. C'est une entreprise qui s'appelle Skilling et qui m'appelle toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour savoir si je suis disponible pour travailler. En général, les numéros inconnus, je ne réponds même plus parce que souvent c'est le cas aussi. C'est le cas, c'est-à-dire ce sont des recruteurs. C'est le recrutement, ouais. Pour répondre à cette demande, des centres de formation privés ou publics voient le jour partout en France, comme ici à Besançon. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours reconnus ou visibles. On a beaucoup de demandeurs d'emploi qui disent on viendrait bien dans votre école, mais on a certains conseillers ou qui ne vous connaissent pas ou qui ne connaissent pas les métiers pour lesquels vous formez les demandeurs d'emploi. Pour développer la filière numérique, la réforme de la formation professionnelle devra donc mieux référencer tous ces nouveaux métiers. Bien, Marion, quand on s'y prend pas trop mal, ça fonctionne pas trop mal. 32 milliards, c'est quand même impressionnant et ça fait plusieurs années effectivement qu'on a ces ressources-là. Alors, quelles sont vos différentes analyses concernant aujourd'hui l'évolution de l'accompagnement des collaborateurs par la formation et autres? Sur le sujet des financements, je ne m'y attarderai pas. On sait qu'effectivement, c'est un marché à 32 milliards, mais c'est un marché qui est extrêmement segmenté et c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je pense qu'il y a un malentendu originel sur le sujet de la transformation numérique en entreprise et de la formation des collaborateurs pour les accompagner dans ces mutations. Je prendrai 2 chiffres que tout le monde connaît. Certains, d'ailleurs, sont agités depuis quelques années maintenant, mais qui drive un petit peu aussi le raisonnement sur le sujet. C'est très orienté métier. C'est-à-dire qu'on dit, aujourd'hui, on sait que 60%, voire 85%, les chiffres varient, des métiers qui seront exercés en 2030 n'existent pas encore. Donc, il y a un besoin énorme de formation pour couvrir ces nouveaux besoins de marché. À côté, on dit automatisation des tâches. On estime que 14% de la population active pourrait être impactée et devrait changer de métier pour adapter à ces évolutions. Et le sujet, c'est qu'en fait, ces sujets qui sont très alarmistes poussent tout le monde dans la direction des formations métiers et du changement de fonction, de métier, de compétences, alors qu'à la base, on n'a même pas travaillé le sujet de la compréhension des codes et des usages de cette transformation numérique qui, de toute manière, rend les acteurs incapables de se projeter dans un futur qui est très différent de ce qu'il est aujourd'hui. On se trompe de cible, donc? Alors, on ne se trompe pas forcément de cible, on se trompe de message et on ne met pas les briques dans le bon ordre. Et j'en parle d'autant mieux que j'ai fait la même erreur quand on a lancé la BILOS Digital, c'est-à-dire qu'on s'est rué sur ces sujets métiers en se disant mon Dieu, il faut former des data scientists dans tous les sens, il faut que l'organisation change, donc on va proposer des sujets autour de la mise en place de stratégies d'open innovation, de la culture start-up, etc., de l'agilité. Sauf qu'on allait voir des gens qui nous disaient, mais en fait, et un petit peu sous le manteau, mais en fait, moi, j'y pige que dalle à la transformation numérique. On me parle un langage que je ne comprends pas. C'est-à-dire que je suis en réunion, je fais semblant de comprendre tous les mots barbares qu'on égrène à longueur de temps. Et quand je rentre à la maison, j'ai la même chose parce que mes adolescents me parlent un langage que je ne comprends pas non plus. Et par ailleurs, il y a un nouveau paradigme culturel qui là est très fort, qu'on vit tous en tant que consommateurs. Et le sujet que Caroline a évoqué, c'est le sujet de la confiance, qui est une révolution extrêmement profonde. Aujourd'hui, tout fonctionne à la confiance avec le système de notation. Qu'est-ce qui fait que je suis OK par le fait de prendre un Blablacar, par exemple? C'est parce que je sais la note qu'a mon chauffeur et donc je me sens en sécurité par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit en tant que consommateur, mais qu'on ne retrouve pas dans le monde de l'entreprise. Ah oui. Et donc sur le sujet des codes et des usages, et nous c'est ce qui a fait notre succès, mais un petit peu malgré nous, c'est-à-dire qu'on a réussi vraiment à décoller quand on a créé une conférence qui s'appelait Digital marre d'être has-been, ce qui veut quand même dire quelque chose d'assez fort. Juste pour donner quelques idées fortes sur le sujet, la première population qui venait se former chez nous, et là encore un petit peu sans trop le dire, c'était des marketeurs, des professionnels du marketing. En deuxième, il y avait des professionnels de la com et enfin les RH. Et alors que dans toutes les entreprises qu'on allait voir, le discours ambiant était « Ah non, mais nous, le marketing, c'est bon parce que c'est leur métier, donc le digital, ils sont super au clair, ils sont hyper innovants. » Ouais, on n'est pas sûr parce que chez nous, ils viennent à une conf qui s'appelle Marre d'être has-been. Donc, voilà.
Donc il faut bien reprendre les bases et ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette étape fondamentale qui est de permettre aux gens de comprendre le monde dans lequel on vit, les enjeux de transformation autour de la data, autour des révolutions de consommateurs, de manière de consommer, ce qui change fondamentalement la manière dont on doit livrer ses produits et ses services, y compris dans la relation client, ça change énormément de choses. Et tant qu'on ne met pas cette brique de base, c'est très compliqué d'amener les gens à se dire « je dois me prendre en main pour me former, pour apprendre un nouveau métier, pour accepter de travailler avec l'intelligence artificielle et ne pas être dans une posture de rejet, de repli sur soi ou une politique d'autruche aussi, hein, parce qu'on le voit beaucoup. » Ce que vous dites, en fait, c'est qu'il y a des évidences qui sont au niveau des dirigeants. Les collaborateurs sont en capacité de comprendre ce qui se passe autour d'eux et les différentes révolutions qu'on a nous-mêmes accompagnées au niveau de l'organisation. Mais en fait, on ne s'est pas posé ces questions-là. Et c'est vrai qu'on peut se dire, c'était acquis. Enfin, j'étais persuadé que c'était acquis. En fait, en la matière, il faut surtout faire la chasse aux préjugés et aux fantasmes. C'est ça, oui. Et il y a un énorme besoin d'objectiver les besoins réels des collaborateurs. Parce que les préjugés vont dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'on part du principe que les gens qui travaillent en front avec le digital sont super OK sur le sujet et sont capables de penser data management platform, data lake, etc. Alors que c'est loin d'être si évident parce que ce sont des sujets d'une complexité énorme et qu'en plus on a particulièrement en France une culture où on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. C'est interdit dans l'entreprise. Il y a un autre préjugé qui est de dire, et que j'entends beaucoup, un col bleu, col blanc. Les cols blancs sont OK, les cols bleus sont à la ramasse et c'est très compliqué de les amener au digital, ce qui est complètement faux. Moi, je suis intervenue sur des sites industriels et c'est des gens qui ont très envie de se lancer sur le numérique et qui sont loin d'être aussi éloignés du sujet. Et puis, autre préjugé qui a été abordé aussi, c'est les jeunes, les vieux. Les jeunes sont forcément hyper connectés, les vieux sont forcément complètement largués. Et là encore, ce qui est complètement faux, hein, on le voit très régulièrement. Et puis après, le deuxième piège dans lequel il faut éviter de tomber, on est aussi tombé dedans et on a redressé la barre. Et finalement, quand on le pose, on s'aperçoit que ça n'a aucun sens. C'est de dire, on va essayer d'acculturer ou de sensibiliser des gens au digital, des personnes qui sont a priori éloignées, réfractaires, réticentes, et on va utiliser une technologie pour le faire. Ça n'a aucun sens. On va proposer un MOOC en ligne pour que les gens se forment au digital alors qu'ils n'y connaissent rien. C'est totalement stupide. Donc là, on se trompe, non seulement on est dans le préjugé, on se trompe d'outils. Et on se trompe d'outils. Parce que, mais en même temps, l'enjeu est aussi complexe à adresser. On a énormément de monde à former, à toucher, dans un temps extrêmement court. Et bien évidemment, les budgets ne sont pas extensibles, donc il faut pouvoir gérer toutes ces contraintes. Sauf qu'il y a un moment, pour donner aussi envie aux gens de se lancer, d'appréhender ces sujets, et puis surtout d'être dans une certaine logique. C'est-à-dire que pour amener les gens au numérique, c'est compliqué de leur dire « vous allez vous former via un outil numérique ». Donc nous, c'est pour ça qu'on a fait machine arrière et qu'on est revenu à du physique, à du contact humain. Sauf qu'on a essayé justement, et c'est là où il y a aussi des préjugés en matière de formation, on a essayé de rendre le présentiel scalable. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire du présentiel à très grande échelle. Et donc on passe plutôt par des formats un petit peu innovants, mais qui permettent de former plus vite, plus de monde, mais vraiment de générer cette appétence. Et en tout cas, de donner les armes. Vous parliez de fantassins tout à l'heure, il faut aussi armer les gens face au numérique. Parce que ce soit au travail ou dans la vie privée, aujourd'hui, il y a des enjeux, par exemple, de cybersécurité qui sont colossaux pour les entreprises. Si vous n'expliquez pas aux gens les bases de la protection et des mises en garde basiques qu'il faut avoir, y compris dans sa vie professionnelle, vous mettez aussi l'entreprise en danger sur des choses très simples comme gérer une boîte mail ou naviguer sur Internet. On peut très vite se faire ficher. Donc il faut vraiment armer les gens aujourd'hui. Et c'est souvent une étape qui a été oubliée. Il y a eu une anecdote récente, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un collaborateur qui a ramené une clé USB personnelle dans l'entreprise et qui a complètement pollué en fait, tout le système informatique de la boîte. Donc effectivement, ça, c'est des choses, effectivement, quand on ne les dit pas. Mais alors, là, vous êtes en train de nous dire que, alors qu'on était parti dans un espèce de délire full digital pour accompagner les collaborateurs et naturellement leur mise à niveau en termes de compétences, on est en train de faire machine arrière. Alors,
Oui et non, parce qu'on observe quand même en ce moment une course au catalogue de MOOC un petit peu dans tous les sens dans beaucoup d'entreprises, parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises y voient un peu le Graal, ou en tout cas la solution miraculeuse qui va permettre de répondre aussi à ces obligations de formation. Encore une fois, moi je pense que, et c'est aussi ce qu'anticipait Caroline, c'est qu'il ne faut pas opposer digital et physique, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers du phygital. Et il faut vraiment penser ces stratégies aujourd'hui comme ceci, mais ne pas oublier que le digital, la transformation numérique, c'est avant tout une transformation culturelle, c'est une transformation d'usage, et voilà, le digital est censé faciliter notre travail et plutôt remettre l'humain un petit peu au cœur du dispositif. Donc c'est vraiment un continuum à penser. Et donc moi je prêche pas pour le 100% présentiel, le 100% digital, je prêche pour interrogeons-nous sur nos objectifs et nos enjeux et ne soyons pas, comme c'est beaucoup le cas en formation, sur une vision qui est très orientée solution, voire gadget, c'est-à-dire je check une liste pour dire le MOOC ça c'est fait, le Serious Game ça c'est fait. Il faut vraiment s'interroger sur les objectifs que l'on souhaite viser. Et une chose qui paraît totalement basique, mais d'expérience, c'est loin d'être aussi simple, le digital, c'est remettre l'utilisateur au centre. C'est ce qui a fait le succès des GAFA et des acteurs et des géants du web, ils sont ultra orientés utilisateurs. C'est la pensée UX. En formation, et c'est quelque chose que j'ai découvert moi-même en créant cette start-up, nous n'avons pas du tout une pensée centrée utilisateur. Nous avons une pensée qui est orientée solution. Et descendante. Voilà. Et donc, si on se remet à réinterroger qui est ma cible, qui est-elle vraiment, quels sont ses usages, est-ce qu'elle est dotée d'une adresse mail professionnelle, est-ce que je peux la toucher sur ses devices ou ses outils professionnels, sinon est-ce qu'elle a un téléphone portable personnel sur lequel je peux la toucher. Moi j'ai vu des projets absolument hallucinants, on mettait en place des passeports numériques pour toucher 11 000 collaborateurs et une fois arrivé au milieu du gué, après avoir dépensé déjà des centaines de milliers d'euros, s'apercevoir que sur la population la plus critique, ils n'ont pas d'adresse mail professionnelle, ils n'ont pas accès à un outil en ligne professionnel, donc on ne peut pas les toucher. Donc on a dépensé beaucoup d'argent pour fabriquer un dispositif qui, de toute manière, ne leur arrivera jamais. Oui, d'accord. Et tout ça parce qu'on n'a pas fait ce travail d'être sur une pensée utilisateur au départ. Effectivement, je comprends cette problématique d'accompagnement. Merci Marion. Estelle, le Haut Commissariat à la transformation des compétences n'existait pas. Donc il a été créé et vous en avez la responsabilité du développement, de la création du développement et de son déploiement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'attend l'exécutif de la mise en place de ce Haut Commissariat ? Alors, il attend d'abord de mettre en œuvre, non pas une solution, mais de multiples solutions, des diversités de questionnements, de besoins, d'enjeux. Vous l'avez dit, les nouvelles technologies, ça bouleverse les modes de consommation, les modes de production, et ça appelle en même temps un grand besoin de compétences. Dans de nombreux secteurs, le numérique en est un, mais pas seulement, j'y reviendrai. Et en même temps, voilà, on est dans un contexte de recomposition de notre économie quasiment constante, finalement. Et donc, au lieu de se saisir d'une transformation, finalement, devant nous, si on doit changer plusieurs fois de métier dans une vie, non plus à l'échelle d'une génération, mais de 3 ou 4 fois dans une vie, pour se saisir de cela comme une opportunité, face aux transformations que vous avez évoquées, je ne reviendrai pas sur le numérique, la robotisation, la transition écologique, ça veut dire qu'il faut en faire une opportunité. Et une opportunité, ça suppose finalement de mettre tout ça en œuvre. Alors, on a depuis maintenant, ça fait bien longtemps qu'on voit les bouleversements de l'économie. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui, ils étaient là hier. La destruction créatrice, elle a détruit des métiers. Ça fait longtemps qu'on ne va plus changer le réverbère, l'ampoule du réverbère à la main, et qu'on est passé à des éclairagistes des temps modernes sur objets connectés qui sont aujourd'hui
en train de se préparer à la LiFi, c'est-à-dire à ce qui passera après le Wi-Fi demain. Et on voit bien ces transformations de métiers au fur et à mesure, de la machine à écrire à la création de besoins très différents, mais aussi à la reconnaissance vocale aujourd'hui. On voit bien que les transformations des métiers vont être très différents en fonction des usages, des services qui vont être proposés aux salariés demain. Et donc, dans ce contexte-là, la question auquel on doit répondre, c'est à quel rythme, finalement, aujourd'hui, la transformation agit dans l'économie. Et c'est à ça qu'on doit apporter une réponse. Et au rythme où elle agit, à une transformation qui, d'une certaine façon, nous oblige, dans un rythme inédit, à aller aussi vite, ça veut dire que l'acquisition de connaissances devient une adaptation continue en flux. Et c'est ce processus-là que nous devons mettre en œuvre. Dans le même temps, vous avez une réalité dans notre société, c'est que la formation professionnelle, si l'acquisition des compétences de façon très macro est une réponse, un vrai rempart au chômage, vous avez une réalité, c'est que pour l'heure, la formation professionnelle est encore très inégalitaire dans notre pays. Vous avez une part de la société qui resterait ou restera de façon assez certaine en marge si on n'œuvre pas dans ce quinquennat. Et donc on a décidé deux choses à la fois. Un, d'investir massivement dans les compétences à travers une formation professionnelle repensée, recomposée pour que les individus, les salariés et les demandeurs d'emploi au fur et à mesure, de façon continue, puissent s'emparer de ce droit tangible à la formation. Et de l'autre, prendre en compte ce qui relève des inégalités. Vous avez 3 fois moins de chances de trouver ou d'avoir accès à une formation et donc un risque plus élevé de chômage lorsque vous avez un niveau bac par rapport à quelqu'un qui a un bac plus 2. Les salariés sont dans une situation où 40% d'entre eux sont quand même sur des postes qui ont un risque plus fort d'automatisation comparativement au cadre supérieur. Et on parlait de 14%. Et puis vous avez une autre réalité enfin, c'est que 3 millions de personnes sont en situation de ne pas maîtriser les savoirs de base, c'est-à-dire dit autrement d'illettrisme, et 6 millions de plus en situation d'électronisme. Donc en situation de ne pas maîtriser ce qui relève des gestes professionnels numériques, s'inscrire à ses premiers droits, à l'administration. Voilà, comment comprendre un MOOC si, d'une certaine façon, vous ne savez pas où trouver le MOOC. Oui. On pourrait se poser ces questions de multiples façons. Voilà, donc répondre à ces enjeux pour nous, c'est traiter d'un côté un besoin d'autonomie plus fort en matière de formation professionnelle parce que les uns et les autres, on a, ceci étant conscient, une aspiration personnelle, collective, à se former. Et de l'autre, faire en sorte que cette formation professionnelle soit plus inclusive pour répondre à un enjeu collectif, faire en sorte que notre pays, nos entreprises, puissent rester dans la course de la compétitivité. Parce qu'au moment où la reprise est là, elle est tangible, tout l'enjeu pour nous, c'est effectivement de faire en sorte de remettre les uns et les autres dans cette course. C'est pour ça qu'on investit avec le Haut-Commissariat 15 milliards d'euros. C'est un plan d'investissement, il durera 5 ans, pour former 1 million de jeunes, qui sont pour partie 1 million de jeunes. 1 million de jeunes aujourd'hui sont en situation d'être NEET, les moins de 26 ans, ni en éducation, ni en formation, ni en emploi. Et 1 million de demandeurs d'emploi peu qualifiés. Dans un contexte d'obsolescence des savoir-faire, des compétences, notre enjeu c'est d'accélérer. Et pour accélérer, on ne réussira cela que si on investit une transformation en profondeur du système de formation professionnelle. Le plan d'investissement dans les compétences, installé à travers un haut commissariat au sein du ministère du Travail, j'ai été nommée par la ministre du Travail pour mettre en place cette stratégie qui va toucher tout le quinquennat d'investissement sur ce plan d'investissement, se cumule également à une deuxième mission, déployer le compte personnel de formation professionnelle en France à travers une plateforme plus agile qui permet à tous les actifs, à tous les salariés de rendre plus accessibles ces droits. Oui, parce qu'on ne peut pas trop dire que ça fonctionne correctement, ce compte aujourd'hui, quand on regarde les résultats.
Non, vous avez souligné tout à l'heure le rapport auquel je me suis attaquée il y a plus d'1 an maintenant sur le besoin de rendre plus visible, plus accessible. C'est parce qu'évidemment, on voyait bien que cette plateforme n'était pas optimale pour l'heure. Même s'il y a tout de même un certain nombre de personnes qui utilisent leurs droits, la question de savoir comment on passe à l'échelle. Comment on massifie l'accès à des formations, et non pas l'accès à des formations uniquement pour acquérir de nouvelles expertises, que ce soit dans tous les secteurs de l'activité, mais aussi pour compléter ces expertises, quel que soit le niveau qu'on a. Et pour les compléter tout au long d'une vie, plusieurs fois dans une vie. Et puis enfin, pour en acquérir certaines qui vous permettent de maîtriser des gestes professionnels, des compétences relationnelles, des compétences cognitives. Parce que quand vous êtes dans une société qui vous amène à transformer sa société de consommation, le e-commerce aujourd'hui, c'est sûr que pour l'heure, on est chacun à comparer les prix dans un magasin. Et en même temps, on voit bien que les magasins, enfin le e-commerce sur la plateforme, et puis on se dit, je vais acheter ou pas sur la plateforme, je vais me déplacer dans un magasin pour voir en quoi je vais avoir un meilleur prix. En réalité, dans le même temps, ces secteurs d'activité, que sont la distribution, sont dans un processus de digitalisation, c'est-à-dire d'une certaine façon en train de se numériser et de changer les modèles de structuration dans le secteur de la distribution. Pour les salariés concernés, ça veut aussi dire que leurs compétences vont se déporter vers plus de relationnel. C'est la raison pour laquelle on a un double besoin. Équiper les actifs dans une compréhension continue, dans une transformation continue de leurs compétences, et en même temps les équiper en savoir-faire relationnel plus fort, communicationnel plus fort. Parce que c'est la compétence qui sera recherchée demain lorsque les données, comme l'acquisition finalement de ces nouveaux savoirs, nous amènera vers une obligation d'avoir plus de numératie, plus de littératie. C'est ce qui finalement accompagne cette transformation des compétences autour du numérique et du... Là, on est sur les savoir-être en fait. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Du upskilling au soft skilling, oui. Aux soft skills. Donc, d'une certaine façon, un enjeu d'élévation de compétences d'une part, mais en même temps d'acquisition de savoir-faire et de savoirs comportementaux de plus en plus prégnants pour accompagner cette transformation permanente. Vous savez, il y a quelque chose d'intéressant, c'est une agence canadienne, Wakepond, qui a fait une analyse assez approfondie. 65% à 70% des métiers ne sont pas connus aujourd'hui pour des enfants qui sont en maternelle. Donc on ne sait pas ce que seront les métiers qu'ils exerceront demain. Vous voyez bien le rythme en moins de 20 ans auquel on va devoir finalement se confronter et en même temps devoir accepter d'acquérir des comportements nouveaux et des usages nouveaux. Et c'est bien cela qui est tout notre enjeu, c'est-à-dire d'accompagner cette transformation de la formation professionnelle pour qu'elle se mette au même rythme, qu'elle s'adapte au même rythme. Si on a un besoin d'adaptation continue de nos compétences, alors il nous faut avoir un système de la formation professionnelle qui accompagne ces rythmes. Et en même temps, quand vous êtes dans une situation d'avoir quitté les bancs de l'école, d'avoir tourné le dos aux institutions, de ne plus croire finalement au modèle académique classique. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que le MOOC va remplacer finalement ces modèles? Qui sait? Est-ce qu'on a des vérités? Est-ce qu'on les a évaluées? Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est plutôt de se dire comment on massifie aussi des modèles d'apprentissage qui nous amènent vers des pédagogies plus actives, plus en immersion, des pédagogies immersives avec la réalité augmentée, des pédagogies finalement qui ne nous mettent pas sur un terrain de la honte quand on ne sait pas lire, écrire et compter, mais au contraire qui développent nos compétences par tâtonnement, qui nous amènent à rentrer dans des pédagogies qui nous redonnent envie, qui font que vous n'êtes pas un exclu de l'élite digitale, alors même que vous avez des compétences non exploitées, que vous savez déjà, d'une certaine façon, utiliser des savoir-faire qui vous permettront d'aller sur ces terrains de jeu. Vous savez, la transition numérique qu'on est en train de vivre, cette vague à bâbord devant nous, il y a des success stories qui sont absolument incroyables. Des gens qui ont quitté les bancs de l'école en 3e, qui reviennent assez spontanément, qui sont aujourd'hui en entreprise et qui se sont formés en moins de 6 mois. Et à la fois par des pédagogies actives très très différentes.
De l'autre, vous avez une transition écologique qui est devant nous. Et vous avez besoin d'acquérir des compétences complémentaires. Vous voyez bien le renouvellement des énergies qui va poser des questions nouvelles. Un jeune agriculteur qui va devoir se confronter à la méthanisation pour pouvoir exercer son métier demain. On voit bien que le numérique traverse de façon horizontale tous les secteurs d'activité. C'est le cas du bâtiment aujourd'hui où vous avez d'une certaine façon besoin dans tous les corps d'État de prendre en compte la fonction numérique. Et en même temps, c'est une transition écologique dans ces secteurs qui vous oblige à apprendre de nouveaux enjeux environnementaux. Vous avez les deux à la fois en termes de vagues. Et là, vous avez une possibilité de recomposer votre carrière professionnelle en allant chercher cette double compétence qui est recherchée à peu près par toutes les entreprises. Parce que la vérité en ce moment, c'est que quand ça repart, les entreprises ont cruellement besoin de ces compétences. Et la confrontation, c'est presque un paradoxe. Oui. C'est qu'elles n'arrivent pas à le trouver dans un contexte d'absence des compétences. Non, pas d'absence des compétences, d'adaptation des compétences en continu. Le plan d'investissement dans les compétences, il doit accompagner cela, faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent, et que les compétences se rencontrent avec le besoin des entreprises sous de nouveaux formats. C'est très clair. Mais alors, en revanche, ce que nous comprenons effectivement dans ces objectifs, c'est qu'il va falloir les inscrire dans une temporalité assez ramassée, parce que si on se donne 10 ans pour faire ça, ça ne marchera pas. Donc comment est-ce qu'on va faire pour, en un temps relativement court, déployer l'ensemble de cette stratégie ? Alors c'est tout mon enjeu depuis 7 mois que d'avoir installé une stratégie qui passe par plusieurs phases. D'abord, conduire une transformation, ça ne se décrète pas. Je l'ai souvent dit, vous ne transformez tout un pays en matière de compétences que si vous embarquez tout le monde avec vous. C'est le cas dans les organisations, vous le voyez bien, une transformation qui est menée par le bloc du haut, finalement on oublie souvent sa base. Tout l'enjeu, là, c'est de travailler d'abord sur un temps pédagogique fort, avec les acteurs, comprendre ce que l'on va faire. Et puis en même temps, effectivement, aller vite. Aller vite parce que le plan d'investissement dans les compétences, quand vous cherchez à former 2 millions de plus, un objectif quantitatif important, qualitatif important, c'est aussi fixer des nouvelles règles du jeu. Des nouvelles règles du jeu avec tous les acteurs, de façon à commander autrement l'offre de formation, à trouver le dialogue continu qui vous amène à construire cette transformation ensemble, mais en même temps savoir fixer son besoin, savoir guider, dire vers où on veut aller. Et donc partager cet enjeu. C'est pour ça qu'on a pris l'année 2018 pour aller très vite et engager massivement des formations là où l'économie ne peut pas attendre. Donc on a engagé des formations avec les régions d'une part, plus de 150 000 formations sur ce terrain-là, pour répondre aussi aux métiers en tension. On a déjà engagé ces travaux avec plus de 28 branches professionnelles. Depuis février. Donc les régions et les branches professionnelles. Exactement, pour répondre aux besoins de l'économie des entreprises très très vite. Dans le même temps, on a donné des impulsions fortes. On a engagé il y a moins d'un mois, enfin il y a à peu près un mois, 10 Canum, 10 000 formations numériques de plus pour donner une impulsion forte cette année parce que voilà un secteur professionnel qui a besoin de compétences et qui en manque cruellement. On a des besoins en compétences forts jusqu'en 2020 et bien encore ensuite. Donc on donne cette première impulsion, mais elle va nécessairement se déployer très très fortement demain dans les marchés que je citerai pour les années futures. Il y a quelques jours, c'était dans le secteur de la transition écologique, formé sur les métiers verts et verdissants, parce que là encore, on a une double conjonction, le numérique et la transition écologique qui se croisent et qui appellent à des compétences multiples dans tous les secteurs d'activité. Et pas uniquement dans le seul secteur des énergies renouvelables ou du tri des déchets. Et puis enfin, on a beaucoup de programmes qui sont des programmes de développement d'innovation. D'innovation. Start-up d'État. Oui. Parce qu'on a à répondre à des enjeux de mise en œuvre. Le numérique pour tous, c'est acquérir ces gestes professionnels nouveaux pour tous. Et si on veut les déployer à grande échelle, ça suppose de transformer l'acte métier des conseillers qui reçoivent les jeunes et les demandeurs d'emploi aujourd'hui. Ça suppose de rendre autrement optimal cela en ayant
logiciel partagé, un corpus lexical numérique partagé entre tous pour savoir au fond quelles sont les compétences numériques qu'on attend. On s'est reposé sur les compétences digitales, le DigiCompt européen, donc avoir au moins un référentiel commun pour tous. Et on veut introduire le numérique pour tous les demandeurs d'emploi. Vous avez aujourd'hui, pour les personnes qui sont entre 45 et 55 ans, plus de 53% des gens qui ne maîtrisent pas les gestes numériques de base. C'est ça, l'électronisme. Et donc, le traité, ça suppose, lorsque vous avez soit du temps, soit que vous êtes salarié, de pouvoir accéder finalement à cette évaluation initiale pour savoir de quoi on parle. Et enfin, nous, de libérer les moyens, l'investissement pour que les uns et les autres puissent se former. Enfin, pour conclure, qu'est-ce qu'on va faire pour les gens? D'abord, on va libérer des moyens d'investissement qui permettent vraiment de se repenser, reconvertir et de s'en donner les moyens. Hier, quand on formait, effectivement, ce n'est pas qu'on n'ait rien fait en matière de formation professionnelle par le passé. Mais finalement, quels moyens on libère? C'est très différent de libérer 150 heures pour faire une formation d'adaptation que de libérer 1 an ou 1 an et demi de formation si vous avez besoin finalement d'apprendre à lire, écrire et compter, parce que si vous ne faites pas ces essentiels, voire le numérique pour tous, vous ne faites pas ces essentiels, vous ne rentrerez pas en formation, vous n'y reviendrez pas. Et 2, on ne veut plus des formations comme hier. On veut tous les formats possibles pour permettre de rentrer en formation tout au long de l'année. Ne plus attendre, éviter tous ces abandons, ce découragement collectif. Et quand on est décrocheur jeune, qu'on n'a pas envie de revenir sur les bancs de l'école, on n'attend pas non plus 4 mois pour revenir en formation. Ça, c'est ce qu'est en train de traiter la réforme de la formation professionnelle. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, œuvre, et vous le savez, dans quelques jours, au Parlement, elle aura à débattre sur cette réforme. Voilà, c'est ces 2 grands chantiers qu'on attaque. Moi, de mon côté, lancé de multiples programmes dès 2018 et dès 2019, engager des transformations en profondeur. Et c'est le dialogue que nous conduisons au cours de ce 2e semestre. Pour faire une société plus inclusive, ça suppose de bâtir une société apprenante en France. Une société apprenante, c'est repenser tous les modèles pédagogiques. Et donc, on est en train d'impulser l'ensemble de cette dynamique. Alors, c'est sûr que ça ne se fait pas en 2 mois, ça se fait en plusieurs mois. Ça suppose d'embarquer, d'activer, d'engager plusieurs experts avec nous. Et puis enfin, ça supposera d'évaluer tout ça. Parce qu'engager autant d'argent dans le capital humain de notre pays, pour une GPEC continue, sectorielle et territoriale, mais en continu, en flux, ça suppose aussi d'évaluer de façon robuste la transformation, en tout cas la valeur ajoutée des formations que nous aurons conduites, et surtout la valeur ajoutée de la connaissance acquise pour les uns et pour les autres au cours de ce quinquennat. Ah, merci, c'est très clair. Et la question que je me posais en vous écoutant, c'est quel type de relation a ce haut-commissariat avec les entreprises? Parce que je vois bien avec les régions, je vois bien avec les branches professionnelles, mais donc comment est-ce que vous entraînez, comment est-ce que vous emmenez avec vous les entreprises pour que demain, elles soient les premières bénéficiaires aussi de cet investissement massif et vraiment conséquent? C'est impressionnant. Alors, on y va par plusieurs canaux. D'abord, on a rencontré certes les branches, mais aussi les filières professionnelles. Oui. Nécessairement parce que l'enjeu est de toutes parts. Donc, on embarque plutôt les entreprises aujourd'hui en ayant des groupes de travail sur la façon de réussir cet arrimage territorial pour faire redescendre le besoin des entreprises, ou en tout cas qu'elles puissent s'emparer de ce plan d'investissement dans les compétences à travers les besoins en continu. Alors pour l'heure, on a lancé beaucoup de préparations opérationnelles à l'emploi. C'est un outil que les entreprises aiment bien, qu'elles utilisent vite, parce qu'elles ont déjà un emploi et donc elles peuvent tout de suite qualifier leurs besoins auprès des organismes de formation. Et généralement, elles passent ensuite par Pôle emploi pour le déployer ou par les régions. Par exemple, je donne l'exemple pour ce qu'on a engagé autour des 10 000 formations dans la transition numérique. Là, le Syntec numérique a exprimé son besoin de plus de 10 000 formations, de plus de 1 000 formations immédiatement, avec des entreprises immédiatement référencées.
Et donc c'est ce travail que nous conduisons avec le Haut-Commissariat, avec des entreprises en direct qui expriment leurs besoins et qui nous permettent d'aller plus vite. Ensuite, toute la question tout de même, c'est de ne pas faire un plan d'investissement dans les compétences hors sol. Le comble, ce serait de rester, voyez, sur une mécanique hors sol où seule l'équipe du Haut-Commissariat conduit ce dialogue et il ne se diffuse pas, il ne s'imprègne pas. Ça n'existe pas en matière de transformation. Dans les organisations, si vous loupez votre imprégnation, vous avez loupé votre transformation. C'est la raison pour laquelle on a quand même en permanence ce double enjeu d'embarcation continue des acteurs. Et donc les entreprises, c'est à un double niveau qu'on les amène à nous. Avec ceux qui vont commander de la formation pour les jeunes et pour les demandeurs d'emploi, avec Pôle emploi, les missions locales, avec les régions. Et là, on a un besoin de connexion beaucoup plus fort qu'hier. Alors avec 15 milliards d'investissements, on peut dire aussi que ça amène les uns et les autres à se mettre en mouvement beaucoup plus rapidement, collectivement. Et ces dynamiques sont à l'œuvre aujourd'hui dans le cadre de la mission que je conduis au commissariat. Alors, c'est intéressant, effectivement, cet échange, parce que lorsque j'ai réfléchi, effectivement, aux finalités de ce Haut-Commissariat et fort des compléments que vous nous avez apportés, je me suis dit qu'il y avait peut-être enfin je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, il y avait peut-être un problème d'information, de communication des enjeux et des ambitions de ce que vous êtes en train de mettre en place. Pour être clair, je ne sais pas si c'est suffisamment connu. Et je ne sais pas si il y a eu encore, peut-être que c'est un peu trop tôt, mais je ne sais pas s'il y a eu suffisamment de communication autour de cet ambitieux projet. On a beaucoup communiqué dans la campagne, on a beaucoup communiqué au travers de cet enjeu d'investissement. Là, je parle dans les entreprises. Dans notre capital humain. Oui. On a beaucoup communiqué sur les processus de lancement de programmes. On est dans une logique programmatique, hein, donc ne l'oublions pas. Et en même temps, on s'adresse à un sujet primordial qui est l'inclusion des jeunes et des demandeurs d'emploi. Ah oui. Donc il est vrai que tout notre enjeu, ça va être de communiquer plus fortement auprès des entreprises pour qu'elles puissent s'emparer de ces nouvelles compétences. Mais pour l'heure, on investit sur les individus directement. Donc notre enjeu, c'est de communiquer au grand public pour que les uns et les autres puissent connaître, savoir que ce plan d'investissement dans les compétences, investir dans votre compétence, c'est investir en temps. En temps chacun, donc c'est ramener les uns et les autres à cette envie d'apprendre à réapprendre. Et c'est vrai que notre objectif primordial, c'est d'ores et déjà de mettre les uns et les autres dans des programmes de formation. Parce que pour que les entreprises puissent avoir ces compétences, il faut qu'elles puissent aussi trouver ces compétences. Et de l'autre, effectivement, vous avez tout à fait raison, l'enjeu de communication dans le secteur numérique, c'est un enjeu permanent de toutes les minutes. On s'est fortement investi sur le fond, et donc pour avoir une vision, et je suis assez attachée à cela, on en parlait tout à l'heure, plutôt qu'une communication continue, mais j'espère que la communication virale, vous me donnerez quelques conseils tout à l'heure, nous permettra d'aller encore plus vite pour que les entreprises s'emparent pleinement de ce plan. Ce plan, il est fait autant pour les entreprises que pour les salariés, pour les demandeurs d'emploi. Ça, il est important de le prendre en compte. Si vous étiez amené à travailler avec Estelle sur ce grand projet, quelles seraient les initiatives que vous auriez envie d'entreprendre? Quelles seraient les idées que vous auriez envie de lui proposer, les uns les autres? Moi, je retravaillerais beaucoup. C'est un sujet qui me semble très important, mais de quelque sorte de refaire un petit peu les humanités à l'heure du digital. Je pense qu'il y a aujourd'hui aussi beaucoup de compétences de base qui sont à revisiter dans cette nouvelle ère. On n'écrit plus de la même manière à l'ère de Twitter et des réseaux sociaux, et c'est un vrai changement aussi. Comprendre aussi la logique du référencement naturel sur Google, et de comprendre que écrire pour le web aujourd'hui, c'est une compétence qui est devenue un fondamental et un basique. La même chose pour la prise de parole en public, enfin même des choses. Voilà, on a tous besoin de savoir pitcher et de savoir se vendre. Et aujourd'hui, il y a des techniques qui sont très efficaces et qui me semblent intéressantes d'apprendre. Et puis, il y a différents sujets. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des populations qui sont très éloignées du numérique. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de démarches administratives qu'on ne peut plus faire sans cet outil. Eh oui. Moi, j'avais été vraiment bouleversée par une rencontre avec un homme
au chômage, voilà, qui me pensaient en plus ne même pas avoir les moyens d'accéder à des outils digitaux, ou ne serait-ce qu'à une connexion Internet. Et là, on voit bien aussi que le manque de connaissances sur le sujet est dramatique parce qu'en fait, ce monsieur avait une ligne téléphonique directe. Donc, il avait quand même les moyens de se payer une ligne téléphonique directe. Et en fait, il ne savait même pas qu'en ayant cette ligne téléphonique directe, en s'adressant à son fournisseur, il pouvait très probablement avoir une connexion Internet et faciliter ses démarches. Donc, il y a aussi ce côté littératie qui est extrêmement important. Et qui est encore trop méconnu. Donc, le sujet commence à émerger aussi en grand public, dans les JT et tout ça. Donc, c'est un peu plus facile, mais il y a aussi toute cette population qu'il faut pouvoir accompagner. Et après, même en entreprise, il y a des sujets qui sont loin d'être abordés. Moi, j'étais à Austin, une des plus grandes conférences autour du digital. Et un des éléments qui m'a le plus marqué, c'est quelqu'un qui disait, mais en fait, à l'avenir, ce n'est pas forcément un robot qui prendra votre job, c'est un autre être humain, mais qui aura su développer des capacités d'adaptation supérieures aux vôtres et qui saura s'adapter, apprendre en permanence. Et être dans une certaine forme d'agilité ou de protéiforme. Voilà. Et là, c'est un vrai sujet qui est très complexe à adresser parce que ce n'est pas une compétence, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'être et c'est autrement plus difficile à adresser. Yves, vous voulez dire ? Oui, enfin, moi, ce que ça m'inspire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont commencé à leur manière, avec des moyens plus ou moins heureux, mais exploratoires, à réfléchir au métier de demain. C'est ni plus ni moins que la continuité de ce qu'on appelle toujours la GPEC, mais avec une espèce de navigation à vue, parce qu'il y a une prise de conscience, effectivement, que dans 20 ans, existeront des métiers dont on n'a même pas forcément connaissance. Je pense que cette idée de l'identification des métiers nouveaux, elle est déjà engagée, si je veux voir les choses du bon côté. Là où je pense que les choses ne sont pas faites, en tout cas sur lesquelles les entreprises sont désorientées, c'est l'identification de l'entre-deux, de tout ce qui n'est pas palpable. Quand j'entends ce que dit Estelle Sauva, c'est que l'éléphant au milieu de la pièce, comme les Américains, ce sont les compétences molles, ce sont les soft skills, c'est les compétences relationnelles, cognitives. C'est l'idée que tout à chacun, à titre personnel, mais aussi dans le champ d'une entreprise, doit prendre progressivement conscience qu'il ou elle n'aura pas un travail pour la vie, qu'il ou elle doit se mettre en situation d'adaptation personnelle. Je l'ai évoqué tout à l'heure, de travailler peut-être de façon plus efficace, plus ouverte avec le collectif. Et je pense qu'il y aura un travail à faire sur une sensibilisation, peut-être même des lignes directrices, pour que le travail des entreprises ne soit pas focalisé sur une vision que je qualifierais de mécaniste ou de formelle de l'évolution des métiers, mais une vision un petit peu plus impalpable, mais tout aussi sérieuse, et à mon avis encore plus importante, qui est de se dire finalement comment doit-on aborder la question de l'évolution de ces compétences soft skills ou compétences comportementales, comment peut-on les identifier pour justement mieux les accompagner, où là effectivement le MOOC ne suffira certainement pas. Je pense qu'un MOOC ça peut très bien servir à acquérir encore des compétences techniques ou d'expertise, mais dès lors que, et c'est de plus en plus le cas, les besoins sont ceux essentiellement, où les enjeux sont essentiellement ceux des compétences comportementales et de leur évolution, là, effectivement, l'avenir n'est plus simplement, d'une part, dans la formation, parce que c'est de l'accompagnement, du développement qu'il s'agit, ce n'est pas uniquement de la formation. Donc, il faut réfléchir au développement, et il faut réfléchir formation dans une logique beaucoup plus dispositif, composite. Il faut que les entreprises, les ressources humaines se mettent dans des logiques expérimentales, ce qui n'est pas encore le cas. Et qu'elle-même, du coup, incarne au travers de ces démarches-là la nécessaire évolution des modes de travail. C'est-à-dire que je me mets dans une logique expérimentale, j'essaye des choses, ça ne marche pas, et bien on va les faire. Il n'y a pas de vérité, donc allons-y. Par contre, si on n'engage rien, on n'aura rien. Mais cette question des compétences comportementales, je pense, est un sujet sur lequel on pourrait avoir un travail tout à fait conjoint, entreprise et gouvernement, en l'occurrence, pour avoir une compréhension commune. Et je pense que les entreprises sont un peu déboussolées par rapport à ce sujet qui surgit depuis quelques années ou peut-être même depuis quelques mois. Déboussoler les entreprises, Caroline ? Oui, et pour le coup, manque de pragmatisme. Moi, je trouve que pour les DRH, l'enjeu, c'est moins de former au métier de demain que servir les projets d'aujourd'hui. Quand un contrôleur de train, il passe de la poinçonneuse à un outil qui est électronique et aujourd'hui contrôler des smartphones sur lesquels il y a des e-billets,
bien, on accompagne la digitalisation de son métier, mais encore faut-il que les DRH aillent voir les lignes métiers pour dire sur quoi vous travaillez en ce moment. Moi, ça fait 15 ans que j'accompagne des stratégies digitales. Je vois que pour mettre en œuvre, exécuter la stratégie, il va falloir des compétences. Et ce ne sont pas des compétences, effectivement, forcément digitales. Quand on dit écrire pour le web, c'est juste écrire différemment. Mais ça reste de l'écriture. Il n'a pas besoin de connaître un éditeur web, il n'a même pas besoin d'aller le saisir en ligne. Par contre, voilà, un assureur qui fait évoluer ses juristes pour qu'ils écrivent des articles pour accompagner leurs clients, et on forme 100 juristes au SEO, au référencement naturel, c'est-à-dire à écrire pour le web, eh bien, moi, je n'ai jamais vu les DRH aller voir les directions de la communication, les directions marketing, les directions commerciales, pour dire sur quoi vous travaillez en ce moment, quel est le plan à 3 ans en termes d'exécution, de digitalisation de votre métier pour que j'anticipe les besoins. Moi, c'est juste hyper pragmatique, hein, mais c'est comment... Moi, vous voyez, je suis assez fervente de Sun Tzu, hein, l'art de la guerre, et Sun Tzu, c'est aussi les alliances, et je crois beaucoup, effectivement, à la coopération publique-privée. Donc, si les entreprises, elles ne se posent pas les questions quels sont les besoins, et après, du coup, comment je raccroche les wagons avec le programme en cours, mais c'est aussi les modes de travail. Le télétravail, c'est très bien, mais effectivement, ça va toucher que des gens qui ont déjà accès au numérique, qui maîtrisent déjà des outils. Donc, il faut aussi que les DRH soient un peu militants dans l'organisation pour faire évoluer et dire, mais le télétravail, si on veut qu'il soit ouvert à tous, il va falloir former nos salariés à comment j'équipe ma maison avec le numérique et qu'on ait confiance dans des cols bleus sur le fait qu'ils peuvent travailler. J'y pense parce que j'ai été assez frappée par l'impact de la grève sur des populations qui sont justement coupées du numérique, ils ne peuvent pas faire du télétravail. Donc voilà, il y a des enjeux très concrets. Et plutôt que de se dire comment demain l'intelligence artificielle va impacter nos métiers et quel grand programme de formation il faut qu'on lance, allons voir les besoins métiers digitaux d'aujourd'hui. Mais même sur cette question, je permets d'intervenir du télétravail, et même sur les populations les plus adaptées au télétravail, un accompagnement est nécessaire. Oui. Et ce n'est pas uniquement une question d'outils et d'aménagement du bureau. C'est une question d'organisation de son temps, de prise d'initiative, d'autonomie, de confiance, de délégation. Donc il y a tout un travail à faire sur les personnes, mais aussi sur le management, qui est généralement le premier obstacle d'ailleurs à la mise en œuvre du télétravail. Alors effectivement, si on veut s'attaquer en plus à des populations qui a priori n'y sont pas, entre guillemets, autorisées, c'est d'autant plus difficile. Oui, mais pour moi, ça va avec. Oui. Ça va avec l'évolution de la façon de travailler. On ne prend plus un poste aujourd'hui où on va avoir un lieu pour travailler, un contrat de travail. On a une fragmentation du travail. Quand on parle de l'impact de l'IA sur les métiers, c'est surtout sur les tâches, parce qu'il y a une fragmentation des tâches. Du coup, ça fait voler en éclats tous les repères de la fonction travail. C'est son lieu, son contrat, et même son job, c'est-à-dire qu'il va être fragmenté en multiples tâches et une partie des tâches va être automatisée. Laquelle, comment, c'est ça qu'il faut que les DRH comprennent. Et pourquoi Oui, absolument. Vous vouliez dire quelque chose, Marion? Peut-être pas. Si, oui. C'est en rebond et voilà, sur les stratégies d'entreprise aussi en la matière. Mais c'est toujours un peu ma marotte, hein, c'est de ne pas faire primer la technologie parce que je pense que c'est toujours assez dangereux et que c'est un peu une chimère parce que on est encore une fois, une technologie ne fonctionne pas sans usage et inversement, donc c'est pas parce qu'on est sur la techno que les usages vont suivre. Et après, moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a un mouvement sur quel est l'impact social d'une organisation sur son territoire, sur son écosystème. Et j'ai cité, donc, dans cette logique de partenariat public-privé, moi j'ai découvert un exemple qui m'a vraiment bluffé, qui est Amazon. Amazon, en fait, a réalisé que pour les centres logistiques, ils avaient des besoins en main-d'œuvre non qualifiés absolument hallucinants, de caristes, de manutentionnaires, etc. Mais qu'à contrario, sur des zones de territoire où ils étaient implantés, il y avait des métiers qui étaient très difficiles à recruter, des métiers sous forte tension, et que les entreprises même du bassin n'arrivaient pas à recruter sur ces métiers-là. Et donc, ils ont mis en place des partenariats avec des universités où ils forment
gratuitement ces populations sous-qualifiées à des métiers qui sont des métiers en tension dans la zone géographique dans laquelle ils sont implantés. Donc, à premier abord, on se dit ils sont un peu fous, ou alors ils ont vraiment envie de dépenser leur argent, parce que du coup, ils renforcent le turnover sur ces populations et ils perdent des gens qui vont travailler ailleurs. Mais en fait, ils ont une pensée qui est extrêmement moyen terme et ultra stratégique, qui est de dire finalement, je vais faire augmenter le niveau de vie sur mon territoire parce que je vais faire passer des gens qui gagnent très peu d'argent à des métiers plus confortables où ils ont un niveau de salaire qui est beaucoup plus important. Donc, je vais renforcer la puissance économique de mon territoire et finalement, moi, ça va m'apporter quelque chose parce que ça va devenir des clients et des partenaires et donc, tout le monde y gagne. Et par ailleurs, ça devient aussi un sujet de marque employeur extrêmement puissant parce que du coup, forcément, ils ont une réponse à des gens qui sont dans des situations parfois d'emploi ou de vie très compliquées. Et voilà. Et ce côté vraiment de penser son impact social sur un territoire et de finalement qu'il y ait un retour sur investissement qui soit peut-être pas immédiat mais qui soit malgré tout très fort est extrêmement important. Et je pense aussi que c'est une des révolutions que beaucoup d'entreprises ont du mal à intégrer. Cette notion d'empowerment des consommateurs qui est aussi de dire que nous, en tant que consommateurs, on a aussi envie d'aller acheter dans des entreprises qui ont un impact positif sur la société. Et la marque employeur, effectivement, c'est tout l'enjeu. Et les organisations doivent vraiment intégrer aussi cette pensée dans leur manière de voir leur stratégie. Oui. Avec effectivement le risque de viralité dont on parlait tout à l'heure. En fait, on peut la développer en positif aussi vite qu'on peut effectivement la voir se dégrader. Je rajouterais juste un point pour les employeurs, et en tout cas en termes de stratégie de formation, c'est que en même temps, libérer une organisation, avoir des tâches fragmentées est une chose. Il y a aussi quand même un besoin de libérer les temps pour se former. Voilà, je crois que, au fond, on parle beaucoup de la transformation des compétences et en même temps, on parle peu, finalement, du regard que porte une organisation sur le temps permis pour se former. Alors c'est vrai, on peut se former assez fréquemment dans des grands groupes, c'est absolument faux dans des petites entreprises. Oui. L'enjeu de la réforme de la formation professionnelle, c'est aussi cela. C'est se former plusieurs fois dans une vie, se donner les moyens financiers pour le faire. Ce sera 500 € par an sur le compte personnel de formation et 800 € pour les moins qualifiés, mais c'est obtenir donc un système capitalisé, tangible, monétisé, qui permettra cette monétisation, qui permet de l'utiliser pendant les temps de travail et hors des temps de travail. Mais voyez bien que là aussi, il faut se préparer à un changement culturel en matière de formation professionnelle. Ce n'est pas tout de dire on doit le faire. Il est tout de dire désormais on doit mettre cela en œuvre collectivement. Et là, ça passe dans un dialogue concerté employeur-salarié, voilà, dans une façon de repenser les usages de la formation professionnelle et les modèles, finalement, les modalités de formation qui peuvent être choisies. Pouvez-vous choisir du temps dans l'entreprise en prenant 1 heure comme hier sur le e-learn, et on voit bien que ça ne touche pas tout le monde, que finalement ça ne vous forme pas nécessairement au numérique, que ce n'est pas la voie donnée, et en même temps prendre du temps à la fin de la journée post-travail, ça suppose aussi que quelque part, ce dialogue ait lieu avec les partenaires sociaux, avec les salariés, pour repenser le temps qu'on libère en matière de formation professionnelle, pour se former, parfois sur les moyens d'entreprise quand il s'agit de faire élever les expertises liées à l'environnement professionnel et technique de l'entreprise, et de laisser du temps pour que les salariés puissent compléter leur savoir, et là je parle bien de compléter leur savoir de façon plus libre, si elles n'ont pas pour certaines accès dans l'entreprise et pour d'autres accès à l'extérieur de l'entreprise. Tout passera par le dialogue social dans l'entreprise demain. Dans l'avenir, ce qui va changer pour les entreprises, c'est l'abondement permis aussi sur le compte personnel de formation. Comment on abonde et on réabonde, comment on accepte que, au fond, recomposer une économie, c'est recomposer finalement ses compétences, et y donner les moyens en matière d'abondement financier demain, qui seront permis par le levier qu'est le compte personnel de formation qui sera engagé dans le cadre de la réforme dans quelques jours. Alors là, c'est la chef d'entreprise qui parle. et moi, je suis complètement en phase avec ce que vous dites par rapport au fait qu'en PME,
on n'a pas du tout les mêmes possibilités de faire former nos salariés parce qu'on a une pression sur le temps de travail qui n'est pas la même que dans les grands groupes. On n'a pas les mêmes rentabilités, etc. Pour autant, moi, mes équipes, évidemment, sont experts du numérique, donc la formation, nous, c'est un enjeu permanent. En revanche, c'est comment, finalement, j'arrive à acquérir en échange une forme de fidélisation de mes équipes. Parce que moi, j'ai le problème inverse, c'est qu'investir sur mes équipes pour qu'elles partent au bout d'un an, c'est un vrai problème. Et dans le reportage de TF1, on le voyait bien, hein, celui qui était dragué toutes les semaines par des recruteurs. Moi, plus finalement je suis visible et mieux on travaille, plus je me fais débaucher mes salariés. Donc c'est une vraie problématique. Il y a une pénurie de compétences numériques aujourd'hui. Et l'enjeu de la fidélisation, c'est aussi une problématique. Donc s'il y a investissement, avec en face finalement des formes de développement de nouvelles loyautés, parce que ce n'est pas avec un CDI qu'on les fidélise aujourd'hui, hein, c'est clair. Voilà, juste pour ajouter au débat et peut-être faire avancer votre... Vraiment, on l'a bien en tête, on l'a bien en tête. Merci de ces contributions très riches et particulièrement intéressantes et complémentaires. Il est temps pour nous de donner la parole à nos invités. Si vous avez des questions, des remarques, si vous avez des expériences à nous apporter, c'est avec grand plaisir que nous vous donnons la parole. Mesdames et messieurs, on va vous donner un micro. Oui, j'ai une question ou une remarque, je ne sais pas si ça marche. Comment vous, qui s'adresse peut-être plutôt à notre haut commissaire, quel regard vous portez sur aujourd'hui les organismes de formation en France? Parce que, vu de ma fenêtre, j'ai le sentiment qu'il y a d'un côté des organismes de formation qui sont plutôt old school ou un peu vieillissants, très répartis sur le territoire, des tout petits, des moyens, des très gros, enfin il y a de tout, hyper spécialisés ou généralistes, enfin voilà. Et puis que de l'autre côté, il y a quand même une vague qui me semble presque liée à de l'ubérisation, puisque quand on va sur des salons de formation ou des choses comme ça, on s'aperçoit aujourd'hui que ce sont finalement des éditeurs donc de contenus, de plateformes, de choses et d'autres, qui préemptent finalement ce marché. Donc, vu cette recomposition aussi des acteurs de la formation et donc des compétences, des hard skills, des soft skills, de ce que vous voulez, comment justement vous les intégrez, vous les faites évoluer ou transformer dans la manière dont vous allez effectivement conduire votre mission? Bon, alors vous avez un petit peu répondu à la question en la posant, et à juste titre. Il y a 90 000 organismes de formation en France. C'est beaucoup. C'est aussi un secteur d'activité qui a subi sa révolution numérique. Le partage de la connaissance, l'open connaissance à tous les étages n'est pas simple pour les organismes de formation. Comment se différencier, comment maintenir sa concurrence. Et puis, on a une phase de transformation qu'on va aussi conduire avec cette réforme, nécessairement. Le futur compte personnel de formation, avec cet enjeu de transparence pour les organismes de formation, avec cet enjeu finalement de mise en place d'une civic tech où les individus vont finalement noter cette formation. On parlait tout à l'heure du processus de confiance dans le secteur numérique, on va l'engager dans le secteur de la formation professionnelle. Donc on a bien là un agent transformant qui est la société, les citoyens qui se forment et qui auront un avis sur les formations, la connaissance qu'elles reçoivent, qu'elles ont perçues, en complément bien sûr d'un enjeu de régulation pour l'État qui passe par la qualité des formations qui sont proposées par les formations certifiantes qui sont proposées par les organismes de formation. Comment agir sur cela? Comment accompagner? Comment éviter une fracture numérique, enfin une fracture trop importante entre ces divers acteurs dont les formats de formation, de modalités de formation sont très différents? Vous avez les tout numériques, les tout distanciels. Moi, je n'ai pas de vérité sur le présentiel ou le distanciel ou le blended ou faut-il plus de ci ou de cela. Ce que je sais, c'est que quand je me déplace en Outre-mer et que j'arrive en Outre-mer où on a
plus de 3 jeunes sur 10 qui sont en situation d'illettrisme. Là, pour le coup, on a un sujet. Et qu'il n'y a que 22 organismes de formation en dur et que 3 sur des savoirs de base, on a un sujet. Et que là, pour le coup, le distanciel, pour des situations où l'enclavement est réel, est nécessaire. À d'autres égards, je sais aussi que pour les personnes peu qualifiées, il existe très peu de MOOC. Là où il y a des banques de MOOC incroyables, je regardais quelques barres à MOOC, voilà, qu'est-ce qui est solide, robuste là-dedans. Bon. Il faut évaluer tout ça. On a des vérités absolues? Non, je pense qu'on manque d'évaluation. Donc là encore, on a besoin de regarder en quoi ces MOOC sont utiles, sont pertinents en termes d'acquisition de savoir pour les moins qualifiés. Or, pour les moins qualifiés, vous n'avez quasiment pas de MOOC. Moins de 10% des MOOC concernent ces populations. Et on voit bien là qu'on aura besoin d'accompagner tout ce que sont les pédagogies immersives ou expérientielles, parce que pour l'acquisition des savoirs du geste, mais même aussi des savoirs relationnels, comportementaux, se retrouver dans ces environnements technologiques est absolument pertinent. Par contre, ça s'accompagne. Et donc, le plan d'investissement dans les compétences, s'il décrète une transformation et qu'il ne l'accompagne pas financièrement, en fait, il manque sa cible. C'est la raison pour laquelle, dans le plan d'investissement, quand je dis qu'on multiplie par 3 les moyens financiers comparativement au plan précédent, hein, vous savez, il y a eu un plan 500 000 précédemment, c'est aussi pour inclure les moyens liés à la réingénierie pédagogique des acteurs. Les petits resteront hors course. Or, on sait que sur les plateaux techniques aujourd'hui, sur les secteurs ou sur les territoires les plus éloignés, et notamment les territoires ruraux, si on ne fait rien, pour le coup, on risque d'avoir une fracture qu'on aggrave. Donc on est assez prudent en la matière. Et c'est la raison pour laquelle on se dit qu'il est absolument déterminant en matière d'investissement de penser les deux à la fois. Alors bien sûr, les régions vont avoir ces moyens à leurs mains pour conduire des expérimentations et donc profiter de cela pour de la réingénierie. Il y a 2 jours, j'accompagnais le lancement de France Apprenante avec des acteurs du digital pour qu'ils se mettent en mouvement dans le cadre de labs partout en France, sur les territoires, mais c'est aussi la pensée qu'on a autour de la société apprenante, que de faire en sorte d'accompagner avec des acteurs des nouvelles technologies, les organismes de formation qui ont besoin de repenser leur contenu pédagogique vite, et aussi pour les personnes qui resteraient au bord de la route, ce serait le risque qu'on prendrait. Donc on a besoin évidemment de ce mouvement collectif, et on a décidé de l'accompagner par ces 2 leviers, ces 2 canaux. D'un côté, ce financement avec les régions à travers des expérimentations, et enfin projeter la France à travers des projets d'innovation. On en conduit un dans quelques semaines sur l'innovation, je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, mais vous aurez une programmation successive sur des sujets de réingénierie pédagogique et notamment numérique, hein, pour que tout le monde puisse jouer sa course dans une concurrence qui sera quand même ou qui restera effroyable dans le secteur de la formation professionnelle. Si je peux juste compléter en réponse, c'est un sujet du coup que je connais un peu. Là aussi, je pense qu'il peut y avoir aussi des idées assez préconçues sur l'état du marché actuel et de penser que les nouveaux acteurs sont forcément les plus innovants. Moi, je l'ai vraiment perçu quand on a lancé Abilwest Digital à l'époque, c'est qu'il y avait vraiment cette prime aux nouveaux entrants sur le marché qui, en fait, de fait, nous rendait ringards, alors que finalement, nous, ça fait 70 ans qu'on innove dans certains organismes, et si on est toujours en vie, c'est bien qu'on a su adapter aussi. Et la formation pâtit aussi d'une image d'Épinal qui est très négative, beaucoup, alors qu'en fait, les pédagogies actives, les pédagogies immersives, très ancrées sur le faire, etc., et même sur l'innovation et sur le figital, et où on mixe vraiment toutes les modalités pédagogiques aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait depuis toujours. Donc, ça m'intéresserait de rééchanger avec vous, mais effectivement, je pense que les acteurs historiques sont beaucoup plus innovants qu'on a tendance à le penser, parce qu'ils ont cette maîtrise aussi de la pédagogie et ils sont en veille permanente sur ces sujets. Donc, voilà. Et après, parfois, on est aussi ralenti par nos propres partenaires, parce qu'il y a aussi beaucoup de clients qui parfois veulent des choses très innovantes, et puis quand on leur apporte des choses très innovantes, finalement, se sentent un peu plus en danger, parce que aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on ne sait plus quelle est la pédagogie qui va l'emporter
l'une sur l'autre. C'est-à-dire effectivement le MOOC, le digital, le présentiel, la réalité virtuelle, les learning analytics, hein, c'est un sujet dont on n'a pas parlé. Mais tout ça, on en est à l'ère du balbutiement. Ce qu'on voit aussi dans le temps long, c'est qu'aucune modalité n'a remplacé une autre. Hein. On est dans un millefeuille qui se construit, mais la manière dont apprenaient les Grecs anciens n'a pas disparu et elle ne disparaîtra probablement jamais. Donc on est sur un empilement de modalités pédagogiques. Et c'est ça aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc il y a aussi beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'expérimentation, mais la réalité, c'est que personne ne sait comment on apprendra demain. Ce qui est assez vrai, enfin, je rebondis, c'est qu'on est tous très très différents selon acquérir des apprentissages, les retenir, finalement les mémoriser. Vous voyez, c'est spaced learning par exemple qui consiste à savoir dans le temps à quel moment vous apprenez le mieux et c'est le moment où vous commencez à oublier. Donc on vous réinvite à réapprendre, etc. etc. Bon, toutes ces pédagogies, on voit bien qu'il est difficile de les mettre en mouvement si vous avez mal identifié les collaborateurs que vous avez dans vos équipes. Et donc l'enjeu de l'évaluation permanente, elle est aussi posée. Là, je rebondis un peu sur les acteurs du conseil qui doivent être très présents sur le terrain de l'évaluation, mais on ne saurait apporter des formats d'apprentissage qui sont une bonne réponse à une diversité de besoins et d'individus que si effectivement on a bien évalué les uns et les autres. Mais je crois qu'en matière de formation professionnelle, il faut rectifier un peu le tir. Il y a des contre-vérités à poser. Bon, 32 milliards, c'est beaucoup, et en même temps, est-ce que c'est suffisant pour réactiver son capital humain lorsqu'on veut rester dans une économie mondiale en compétition permanente? Oui. Est-ce que c'est assez? On peut se poser la question. 15 milliards de plus sur 5 ans. Bon. C'est un enjeu déterminant parce que le chômage de masse, il est toujours là, je l'ai dit, et donc c'est la façon de réengager ça. Et d'un point de vue stratégique, la France regarde souvent ce que font ses voisins, et en même temps, on fait absolument des choses merveilleuses dans notre pays. Moi, avec le plan d'investissement dans les compétences, j'ai envie finalement d'activer ce jeu, bien sûr, par des marchés, par les jeux de la concurrence, bien sûr, mais ce jeu qui permet à chacun d'avoir sa chance à jouer sur cette transformation absolument majeure qu'on doit mener en matière de formation professionnelle dans notre pays. Mais il convient que les acteurs de la formation professionnelle vont devoir jouer cette partition. Par des marchés qui vont amener les acteurs aussi à se regrouper. Enfin, 90 000, c'est beaucoup, c'est complexe, c'est illisible. C'est difficile pour les individus, pour les salariés de s'y retrouver dans le maquis de la formation professionnelle. Surtout entre ceux qui commanditent, ceux qui achètent. Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une certaine façon de ces big bangs, pas que des compétences, mais aussi de repenser la façon dont les acteurs se structurent pour rendre juste le parcours plus facile, pour sortir du calvaire bureaucratique et essayer d'avoir un parcours d'acquisition des savoirs qui permette déjà de savoir où se trouve l'acquisition des savoirs, chez qui, chez quel acteur. Donc des enjeux de lisibilité, de facilité d'accès, voilà. On va essayer de le conduire avec force, bien sûr. Ça reste quand même des transformations de fond qui prendront quand même, malgré tout, plusieurs années. Ne sous-estimons pas le temps que ça prendra. Je voulais juste intervenir sur le fait que 32 milliards, c'est suffisant, surtout si en face, les GAFA se mettent à faire de la formation. Hein, autant ça ne me gêne pas quand Amazon forme ses futurs employés, ça me gêne plus quand Google et Facebook forment les chefs d'entreprise, de TPE, PME, à la transfo digitale. Parce qu'effectivement, on renforce un peu plus notre aliénation au GAFA, notre asservissement, parce qu'évidemment, on imagine bien qu'il va les former aux outils Google. Hein. On n'a pas d'inquiétude là-dessus. Donc, moi, j'ai une vraie inquiétude sur ce sujet où on se réjouit en disant « chouette, c'est super, ça va faire avancer la transfo digitale ». Non, non. Ça va juste encore plus contribuer à reconfigurer notre économie comme J'ai été assez effarée par les réactions des médias, des journalistes qui se réjouissaient d'apprendre que Google et Facebook formaient des chômeurs, etc. Enfin, j'imagine 15 secondes la réaction qu'auraient eu les médias si on expliquait que Coca-Cola allait ouvrir une école de diététique. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il y a aussi tous ces fantasmes autour du numérique sur lesquels il faut vraiment faire très attention et être très vigilant. Parce qu'on a tendance... alors, même si ça change, on voit des signaux faibles
discours qui deviennent un peu plus musclés face à ces acteurs. Mais moi, j'ai été absolument effarée des réactions, y compris dans la sphère publique, hein, où les gens C'est clair que là, il faut allumer des couvre-feux, parce que si c'est loin d'être réjouissant. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, merci mesdames, merci monsieur, merci à vous de nous avoir accompagnés au cours de cette matinale. Comme vous avez pu le voir, en fait, ce sujet est loin d'être encore à ce jour épuisé, et c'est loin d'être un marronnier, comme je le disais en introduction, et c'est loin d'être une banalité. Donc on a encore beaucoup de travail devant nous. C'est un très beau constat qu'on peut faire de voir l'exécutif s'approprier en fait cette volonté d'accompagner les collaborateurs pour les amener à un niveau. Et on voit qu'on a encore suffisamment d'intelligence, heureusement, pour pouvoir continuer à progresser dans cette voie-là. Merci encore à vous, merci de nous avoir accompagnés et de votre présence à cette matinale. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine matinale de HR Consultancy Partners, qui sera dans sa version numéro 8, vous apporter encore, je l'espère, beaucoup de sujets passionnants. Merci et à bientôt.